Direction les États-Unis à présent avec notre correspondant américain dans Smart Bourse, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Comme toutes les semaines, on commence avec vous avec ces élections américaines à venir. On a l'impression que se profile un nouveau duel Trump-Biden. Expliquez-nous un petit peu Pierre-Yves Dugas. Alors, on est probablement au début de ce qui va être la plus longue campagne présidentielle de l'histoire de l'Amérique, puisqu'on pense que maintenant Donald Trump aura l'investiture républicaine. On ne voit pas très bien comment Nikki Haley pourrait décrocher cette investiture. Il y a toujours des possibilités pour que, bien sûr, compte tenu des multiples problèmes judiciaires qui frappent Donald Trump, qu'on ait un chambardement. Mais Donald Trump sera candidat et Joe Biden n'a pas d'adversaire. Donc, vraisemblablement, c'est ce duel auquel nous allons assister, un duel que les Américains ne souhaitent pas. Et on a vu au cours des derniers jours ce que j'appellerais une espèce de sortie de rail assez stupéfiante du point de vue médiatique, qui oblige une presse américaine qui est largement acquise à Joe Biden à parler d'un sujet qui, jusqu'à présent, n'était pas un sujet que la presse démocrate souhaitait mettre en avant, à savoir celui du vieillissement inquiétant et des difficultés d'expression, des difficultés de rapport avec la réalité que semble présenter et que présente, il faut le dire, Joe Biden, qui est un monsieur de 81 ans, qui, à l'occasion de la publication d'un rapport qui écartait la possibilité qu'il soit poursuivi pour l'utilisation de documents ultra secrets qu'il avait gardés chez lui, à l'occasion de ce rapport qui écarte ses poursuites, a, disons-le, piqué une colère en direct au cours d'une conférence de presse dans laquelle il a insisté pour dire « mais non, je n'ai aucun problème de mémoire ». La conclusion du procureur spécial selon laquelle on ne doit pas mettre en cause ma bonne foi parce que je suis un vieux monsieur qui ne sait plus très bien où il en est et qu'aucun jury ne va me condamner. Voilà qui est diffamatoire, qui ne correspond pas à la réalité. Et ensuite, Joe Biden, en direct, est parti dans des considérations qui ont montré que précisément sa mémoire lui faisait défaut. Et on est un peu au-delà du simple lapsus où l'on peut confondre Emmanuel Macron et François Mitterrand. Mais une fois de plus, Joe Biden a semblé être un monsieur fatigué, ce qui va lui poser un problème dans cette longue campagne. Et au même moment, ou quelques heures plus tard, l'autre candidat vraisemblable, celui des Républicains, Donald Trump, a tenu des propos stupéfiants en sortant de son script, propos en gros, qui disent « si les Européens ne veulent pas davantage payer pour se défendre militairement, je vais sortir de l'OTAN ». Alors là, c'est le choc dans les capitales européennes. On sait que déjà depuis qu'il avait été élu pour diriger les États-Unis, Donald Trump n'aimait pas l'OTAN, qu'il considère que l'Amérique dépense trop d'argent pour défendre les Européens et que les Européens en profitent pour être extrêmement agressifs d'un point de vue commercial à l'égard des États-Unis. Donald Trump est en train de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et cela fait monter au créneau les éléments du Parti républicain qui pourraient s'accorder de Donald Trump, mais qui n'aiment pas Donald Trump fondamentalement, parce que ce sont encore des républicains, je dirais, internationalistes dans la tradition, disons, de Ronald Reagan, le sénateur Rubio de Floride, le sénateur Graham de Caroline du Sud, le Wall Street Journal, qui dans un éditorial ce matin est extrêmement critique, encore plus que d'ordinaire, des propos tenus par Donald Trump visant à dire, écoutez, l'OTAN, on va s'en aller de l'OTAN parce que les Européens ne veulent pas payer. Alors la seule explication rationnelle que l'on pourrait trouver à cette sortie spectaculaire de Donald Trump sur l'OTAN serait de dire c'est un moyen, comme il l'a fait à l'égard de la Chine en matière commerciale, de placer très très haut la barre, de faire peur aux Européens dès maintenant pour être en position de force en vue de négocier
dans l'hypothèse où il était élu le 5 novembre, de négocier une redistribution de la manière dont on finance les dépenses militaires en Europe. En conclusion de ce premier chapitre, Pierre-Yves Dugat, on est face à un duel, vous nous l'avez dit, dont les Américains ne veulent pas, mais dont on a du mal à trouver un éventuel plan B aujourd'hui, si je comprends bien. Alors, je dirais, ces deux sorties de rail reposent le problème, qui est évident dans les sondages, du manque de popularité de ces deux candidats qui ont besoin l'un de l'autre en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Joe Biden ne sera pas élu si Donald Trump n'est pas en face de lui. Et il est peu probable que Donald Trump puisse triompher si il avait en face de lui quelqu'un de plus jeune que Joe Biden. On ne voit pas du tout côté démocrate quel candidat pourrait remplacer Joe Biden. En revanche, on ne doit pas écarter la possibilité de l'arrivée d'un troisième candidat qui soit ni républicain, ni démocrate, et que l'on ait une triangulaire. Nous en avons déjà parlé ici. Joe Manchin, qui est un démocrate centriste, plus que jamais est sur les starting blocks et pourrait, mais il faut qu'il le fasse vite, pourrait nous annoncer d'ici quelques semaines qu'il a l'intention d'avoir les comités nécessaires dans les 50 États américains pour se présenter comme troisième candidat. Généralement, ces scénarios-là ne sont pas favorables au troisième candidat, mais cette année, tout peut basculer parce que les deux candidats, entre guillemets, favoris, selon les électeurs qui votent dans les primaires, sont en fait des candidats qui, pour l'opinion générale, ne sont pas populaires. Nouveau sujet avec vous, Pierre-Yves Dugat, toujours aux États-Unis. De nouveaux cris d'alarme sur l'endettement des États-Unis émergent et vous dites ça ne semble pas inquiéter grand monde. Non, c'est ça qui est stupéfiant. C'est un petit peu comme en France, d'ailleurs. Le surendettement, on aime en parler sur Bismart, dans quelques autres médias, mais dans les campagnes électorales, on n'en parle pas beaucoup. Le Congressional Budget Office, qui est le bureau du Congrès qui est chargé de faire de l'analyse économique et budgétaire sur les recettes et sur les dépenses, qui n'est pas un organisme partisan, qui n'a pas à obéir ni au Speaker de la Chambre ni à la Maison-Blanche, bien entendu, fait, comme le veut la loi, publie régulièrement des estimations de l'endettement à court terme et des problèmes budgétaires que les États-Unis vont devoir résoudre. Au même moment où, une fois de plus, donc, le CBO tire la sonnette d'alarme en disant le niveau d'endettement et le déficit budgétaire américain continue de se creuser, ça n'est pas soutenable, on ne peut pas continuer comme ça pendant des années. D'autres voix se sont élevées pour le faire. Jérôme Powell, auquel la chaîne CBS avait dimanche dernier posé la question, l'a redit, il l'avait dit de manière explicite devant l'Economic Club de New York au mois d'octobre. Monsieur Tudor Jones, un des géants de l'industrie des hedge funds, l'a dit également exactement dans les mêmes termes. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Quelques chiffres pour vous donner quand même une idée de l'aggravation de la situation. Le poids du paiement des intérêts pour l'oncle Sam, c'est plus de 2 milliards de dollars par jour. D'ores et déjà, la charge de la dette dépasse le poids des dépenses militaires. On est pratiquement à 900 milliards de dollars. Il est stupéfiant que, dans ce contexte-là, on ne parle pas de cette question dans cette campagne électorale. La réponse que donnent les Républicains est toujours la même depuis 25 ans, c'est de dire ben oui, il y a un déficit budgétaire, ça n'est pas bien, mais c'est parce que l'État fédéral dépense trop. Les démocrates disent c'est parce qu'on ne taxe pas assez les riches. En fait, ces deux explications pouvaient suffire à résoudre le problème il y a 25 ans, mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Il va falloir non seulement réduire les dépenses, mais aussi augmenter les recettes. Et la division partisane à Washington est telle que ni les électeurs républicains ni les électeurs démocrates ne sont prêts à entendre ce discours. Si je comprends bien, c'est pas cette année que l'on verra le sujet de l'endettement des États-Unis dans la campagne électorale, Pierre-Yves Dugat ? On l'entendra sous l'angle partisan, les démocrates disant la seule solution c'est de faire payer les milliardaires,
Et les républicains disant la seule solution, c'est de réduire le nombre de fonctionnaires. Si le déficit budgétaire se creuse, si l'endettement américain augmente à un rythme qui échappe à tout contrôle, c'est malheureusement parce que pratiquement 75% des dépenses fédérales échappent au contrôle du Congrès et elles interviennent dans la catégorie des dépenses dites automatiques, c'est-à-dire les budgets sociaux, la retraite, la santé, Social Security, Medicare, Medicaid, et le poids des intérêts. Si l'on supprime Washington, on ne résout pas le problème du déficit budgétaire américain. Et c'est pourtant le discours que tiennent les républicains et le discours des démocrates qui consiste à dire on va augmenter les impôts des riches. Comme par hasard, à chaque fois qu'on augmente les impôts des riches, on augmente mes impôts. Moi, je ne me savais pas riche. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugan de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.